aujourd'hui, nous allons consacrer une vidéo à monsieur Pascal Boniface, qui fait profession de spécialiste en géopolitique. Alors, monsieur Pascal Boniface n'est vraiment pas le pire de tous ceux qu'on peut entendre en France sur les questions dites de géopolitique, discipline dont j'ai déjà dit qu'elle était une science de pacotille. Comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est de la géo, c'est-à-dire la géographie, hein, tout bêtement, et de la politique. Bon, là, il faut comprendre les relations internationales, puisqu'il s'agit des relations entre États, ou disons des rapports avec des régions composées d'États, puisqu'il n'y a quasiment pas de région dans le monde qui n'est pas sous le contrôle d'un État. Donc, en dernier instant, ce sont bien des relations internationales. Mais bon, en fait, ce n'était pas discuter de cette non-science que je voulais parler. Je voudrais parler de la dernière vidéo qu'a faite monsieur Pascal Boniface à propos de l'Algérie. Alors, comme j'ai déjà dit, monsieur Boniface n'est pas le type le plus hostile. Hein, c'est quelqu'un qui, parmi tous les bonimenteurs, j'ai envie de dire, de la géopolitique, et celui qui tient un discours relativement raisonnable, que ce soit dans le passé sur la guerre en Irak, etc., la guerre en Libye, ou sur la question palestinienne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est qu'il est ciblé par toutes sortes de réseaux, parce que précisément il a pris position relativement, très relativement, hein, tout est relatif ici, hein, pour la cause palestinienne. Bon, en tout cas, dans cette dernière vidéo, il s'est intéressé à l'Algérie, ou plutôt au rapport entre la France et l'Algérie, au rapport actuel entre la France et l'Algérie. Et malheureusement, sans être hostile, hein, je répète, c'est pas que sais-je moi, du Lugan, enfin tous les autres là, c'est pas de cette nature-là, mais malgré tout, alors c'est une vidéo, je pense, qui dure une quinzaine de minutes, il dit toutes sortes de choses parfaitement erronées. Bon, et sa conclusion est aussi erronée. Donc, nous allons voir un peu ça, ce qui nous permettra de faire un peu de rectification historique, et de venir aux questions politiques qui, en quelque sorte, posent problème aujourd'hui entre l'État français et l'État algérien, mais posent problème jusqu'à un certain point, comme nous verrons, c'est pas quelque chose d'insoluble. Alors, les 5 premières minutes de la vidéo de monsieur Boniface sont consacrées à un résumé d'histoire de l'Algérie qui part de la présence ottomane, c'est-à-dire au XVIe siècle, jusqu'à nos jours. Et évidemment, un résumé de 5 minutes d'une histoire aussi longue, aussi riche et aussi pleine de rebondissements, forcément conduisent monsieur Boniface à non seulement des raccourcis, mais à de franches erreurs. Sur la question, par exemple, de la présence ottomane en Algérie, qui est souvent utilisée par les gens hostiles, les Lugans, les Zemmour, enfin, toute la bande, monsieur Boniface n'évoque pas ce moment historique dans ce but-là. Mais c'est souvent utilisé pour une sorte de dénigrement de l'Algérie, en quelque sorte, puisqu'il y aurait une présence ottomane. Donc, il n'y aurait pas de réalité algérienne. Tout à fait curieux. C'est-à-dire que la présence ottomane aurait été tellement importante qu'elle aurait privé le peuple algérien de toute espèce d'identité. En fait, c'est à ça qu'il veut venir. Pas ce que dit M. Boniface, mais c'est ce que disent les autres. Bon. Voilà, c'est l'occasion de le dire maintenant. En réalité, la présence ottomane en Afrique du Nord, alors essentiellement en Algérie et en Tunisie, puisque au Maroc, ils ne sont pas restés aussi longtemps, la présence ottomane n'a en réalité quasiment laissé aucune trace. C'est très simple. Est-ce que les Algériens ou les Tunisiens, est-ce qu'ils parlent le turc? Évidemment que non. Ils ne parlent pas de turc. Même les descendants Koulougli, ou Koulourli,
qui sont, comme vous savez, c'est un nom turc qui veut dire enfant de servant ou enfant de servante. C'est-à-dire que ce sont des Algériens, des Algériennes qui ont au moins euh, un ancêtre lointain maintenant, d'origine turque ou turque. Et même cette communauté-là, qui n'est pas très très nombreuse, hein, quasiment rien, mais enfin même cette communauté-là ne parle pas turc. La langue turque n'a laissé strictement rien en Algérie. Alors il y a dans le vocabulaire algérien ou tunisien, dans l'arabe dialectal ou même tamazight, quelques mots de turc qui sont restés. Oui, par exemple le mot zawali, tout le monde sait zawali, c'est un mot turc. Kahwaji, c'est un mot turc. Bon, enfin, il y a quelques-uns comme ça, mais la langue, elle, que ce soit l'arabe ou que ce soit tamazight, n'a pas, existe toujours, n'a pas été complètement restructurée ou déstructurée par la langue turque. Je veux dire, le turc n'a pas laissé, par exemple, l'empreinte du français en Algérie, ou même en Tunisie. Ce qui veut dire que, en réalité, la présence ottomane est très largement une fiction. Elle a une réalité dans les grandes villes, comme par exemple Alger, à Tunis, ou à Constantine, ou à Oran, mais pas plus. Prenons, si on prend par exemple le B d'Alger, son pouvoir s'arrêtait à quelques kilomètres sortis d'Alger. Tout ce qu'il y avait derrière n'obéissait pas aux Turcs, ne payait pas d'impôts aux Turcs, ne rendait compte de rien du tout aux Turcs, etc. Voilà. D'ailleurs, les beylikas d'Afrique du Nord ne rendaient plus de compte à la Sublime Porte, c'est-à-dire à Istanbul, depuis très longtemps. Hein, au début un peu, puis plus du tout. Bon. Enfin, je ne vais pas faire l'historique maintenant de la présence ottomane en Algérie. Enfin, c'est juste pour dire que c'est une fausseté de présenter ça comme si ça avait aboli l'Algérie, sa réalité, ou la Tunisie, les réalités profondes, linguistiques, culturelles, etc. C'est de la foutaise. Même sur le plan religieux, par exemple, la présence turque était hanafite, l'école juridique hanafite, n'a jamais permis de changer la réalité malikite, l'école juridique malikite, officielle, hein, bon, en Afrique du Nord. Pas du tout. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que c'est très largement une histoire totalement surestimée qui est utilisée dans un but hostile, très clairement hostile. Ensuite, M. Boniface nous parle de la présence, de l'arrivée française en 1830 et, disons, l'indépendance. Il nous parle du commencement de la guerre d'indépendance en 1954, des massacres de 1945. En quelques secondes, alors, donc à l'écouter, il se serait quasiment rien passé entre 1830 et le commencement de la guerre d'indépendance, ou l'indépendance elle-même. C'est évidemment archi faux, complètement absurde, quoi. Complètement absurde. Hein, c'est comme si je disais, entre, je sais pas, la Révolution française et l'arrivée au pouvoir de, je sais pas moi, de Sarkozy, bon, il s'est pas passé grand-chose en France. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de machin, il n'y a pas eu de... rien. Il y a eu juste deux événements, la Révolution puis Sarkozy. C'est une façon de présenter qui revient à peu près à ça. Donc c'est donc absurde. Et j'ai envie de dire, si c'est pour faire ça, il vaut mieux s'abstenir complètement. Et en venir directement à son sujet. Je suis peut-être plus simple. Voilà. Alors je pourrais reprendre encore un certain nombre d'éléments. Par exemple, sur Boumedienne, le coup d'État de 1900, pas du coup d'État de 1965. Non, le vrai coup d'État de Boumedienne, c'est en 62. Hein. C'est la prise du pouvoir par l'armée des frontières. Le clan de Oujda, l'alliance Ben Bella, Boumedienne, c'est ça la vraie prise du pouvoir. En 1965, c'est juste Boumedienne qui se débarrasse de Ben Bella, c'est tout. Qui est mis en prison pour une vingtaine d'années. Puisque Ben Bella sera libéré seulement, oui, beaucoup plus tard par Chadi Benjedid, quasiment 20 ans après. Enfin, un peu moins de 20 ans, mais bon. Dans ces eaux-là. Voilà. Donc tout ça, ce sont des résumés beaucoup trop rapides, etc. Qui ne permettent pas de vraiment comprendre la profondeur historique
ni de l'Algérie, ni d'autre chose. Mais enfin, bon, il fallait le faire remarquer, puisqu'il a voulu s'y prendre de cette façon, et c'est vraiment pas une bonne manière, parce que elle est fausse et elle discrédite quand même le sérieux de l'intervention. La loi française de février 2005 reconnaissant le rôle positif de la colonisation provoque un véritable tollé en Algérie et interrompt ce rapprochement. L'histoire commune des deux pays est à l'origine d'importants flux migratoires avant et depuis l'indépendance. La communauté algérienne en France est en 2020 de 623 000 personnes titulaires d'un titre de séjour et d'une communauté de descendants de parents algériens estimée à 1 150 000 personnes. La communauté algérienne est la communauté d'origine étrangère la plus importante sur le territoire français. Alors, ce passage, M. Boniface fait référence à la présence nombreuse des Algériens en France. Et un bon point pour lui, c'est qu'il dit que cette présence algérienne en France s'est poursuivie après l'indépendance, mais est largement antérieure à l'indépendance. Voilà. Ce qui nous change de 90% des abrutis qu'on entend, qui s'imaginent que l'immigration algérienne aurait commencé ce matin, hein, quasiment. Et peut-être même après les Congolais, les Chinois, après tout le monde. Non, évidemment, ce n'est pas le cas et il rectifie. Bon, ça très vite, mais c'est déjà un bon point pour lui. Bon, alors ensuite, sur les chiffres même, à l'exception peut-être de la quantité de cartes de séjour qui ont été délivrées, enfin du stock, hein, de gens titulaires d'une carte de séjour, le reste, chiffre qui doit être vrai, hein, puisque, enfin, on peut espérer qu'il est vrai, puisqu'il est donné par le ministère de l'Intérieur français, et on peut supposer qu'ils connaissent le nombre de cartes qu'ils ont délivrées, cartes de séjour. Donc ça, on peut considérer que c'est vrai. Mais pour le reste, la communauté, la présence de 1 million d'Algériens en France en tout, n'est pas trop, à mon avis, pas très crédible, hein. Il faudrait, à mon avis, multiplier par 2 ou 3, au minimum. Ouais. Donc, bon, ce chiffre de la présence des Algériens en général, qu'ils soient, donc, censément avec l'université française, est probablement plus élevé. Mais, bon, par définition, c'est invérifiable. Conformément à un accord bilatéral, l'immigration de ressortissants algériens est régie par un régime spécial qui facilite l'entrée et l'obtention d'un titre de séjour en France. Mais depuis 2021, cette spécificité a fait l'objet de conflits, la France ayant décidé de restreindre la délivrance de visas à l'Algérie, comme au Maroc et à la Tunisie, en réponse à leur refus de rapatrier leurs ressortissants en situation illégale sur le territoire français. Cette décision fut très mal reçue par Alger et a provoqué une véritable crise des visas entre Paris et Alger. Cet épisode n'est pas sans rappeler celui de l'instauration de visas en 1986, témoignant d'une crispation autour de la question migratoire qui empoisonne depuis longtemps les relations bilatérales. Nous y reviendrons. Dans ce passage, M. Boniface indique que l'entrée, la présence des Algériens en France est régie par un texte particulier. Ben oui, c'est d'abord les accords d'Évian, puis ensuite les différents changements, notamment les accords de 1968, sur la circulation des Algériens en France. Bon. Mais en réalité, alors il dit que en 2021, la France aurait voulu, donc le gouvernement de M. Macron aurait voulu changer la donne. En réalité, ce n'est pas le cas, c'est très antérieur. La volonté de changer le statut, les textes qui régissent la présence, l'entrée et la sortie des Algériens en France est une vieille histoire. Elle a commencé notamment avec le président Giscard d'Estaing en 1980, qui avait préparé un grand plan de retour des Algériens de France chez eux. Une sorte de remigration généralisée. Vous voyez, l'idée n'est pas récente, hein, elle est ancienne, remigrer les Algériens. C'était son but. Il considérait qu'il fallait commencer par les Algériens
pour ensuite s'en prendre éventuellement aux autres. Encore que, au moment où il préparait son plan de départ massif des Algériens, il faisait entrer beaucoup de subsahariens et aussi de Marocains. Il jouait un peu la carte Maroc contre Algérie. Bon. En tout cas, cette volonté de modifier ce statut particulier, en effet particulier, des Algériens en France, c'est une idée, donc, comme je viens de le dire, qui remonte à 1980, à l'époque de Giscard. Je précise qu'elle a été abandonnée parce que Giscard a perdu les élections présidentielles en 1981 et qu'il avait l'hostilité à peu près de tout le monde. Hein. De la gauche de l'époque, c'est-à-dire Mitterrand, de Chirac, c'est-à-dire les gaullistes, parce qu'on appelait les gaullistes, et également du patronat surtout. À l'époque, ça s'appelait le CNPF, hein, qui était le syndicat des patrons, des grands patrons, qui eux, évidemment, voulaient la main-d'œuvre algérienne. Donc voilà, ça a échoué pour cette raison. Mais depuis, régulièrement, et notamment aussi sous la pression de l'Union européenne, la France essaye de renégocier les accords avec les Algériens pour les rendre compatibles avec les instructions européennes. Parce que les accords franco-algériens excèdent, sont en dehors des prescriptions ou des réglementations européennes. Voilà le problème. Bien. Alors, l'histoire des restrictions sur les visas contre les pays nord-africains décidées par Macron en 2021 non pas pour cause du tout le motif qu'invoque Monsieur Boniface. Hein, lui pense que c'est dû au fait que les Algériens ou les Marocains ou Tunisiens n'auraient pas repris leurs clandestins ou leurs délinquants qui étaient sous mandat sous QTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire français, et qui refusaient de délivrer des laissez-passer, hein, des laissez-passer consulaires qui permettent à la personne de rentrer dans son pays d'origine. La réalité, c'est que ce n'est pas du tout ce motif-là. Si les Marocains, les Algériens, alors moins les Tunisiens, parce que la situation en Tunisie étant ce qu'elle est, le gouvernement tunisien n'a pas beaucoup de marge, même s'il a des choses à reprocher possiblement au gouvernement français, il n'a pas trop de capacité de manœuvre. En revanche, les Algériens et les Marocains, si. Et fondamentalement, pour en rester au cas algérien, puisqu'il parle d'Algérie, les raisons pour lesquelles le gouvernement algérien a très notablement réduit les laissez-passer consulaires, alors il y a eu aussi, ça coïncide aussi au problème du Covid, hein. Comme tout le monde s'en souvient, il n'y avait plus de communication possible. Hein. Enfin, c'était extrêmement limité, hein, les déplacements. Donc il y a ce motif-là qui a eu son poids, mais ce n'est pas le seul. Il y a eu tout simplement la manifestation du pouvoir algérien, du mécontentement du pouvoir algérien contre la France, contre le gouvernement français, sur la présence d'opposants algériens en France, d'opposants réels ou d'opposants supposés, et notamment des activités aussi de cette même opposition en France. Les Algériens, très clairement, voulaient que, dans leurs discussions avec les Français, et ça on le sait, parce que ça finit par fuiter, on a fini par le comprendre, que les Algériens demandaient à ce que la France neutralise, et si possible expulse, les opposants algériens vers l'Algérie. Alors bien sûr, tout le monde a entendu parler de qu'on s'appelle l'Amir Dezed, du journaliste Abdou Smad, de Hichem Aboud, et bien sûr, de last but not least,
de Farhad Mahni du match, dont la France voulait, l'État algérien, le gouvernement algérien voulait la neutralisation. Bon, les Français leur ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas, tout simplement parce que ce soit par exemple Hicham Aboud ou Abdou Smar ou comment il s'appelle, Farhad Mahni était sous protection de statut de réfugiés politiques. Et par conséquent, on ne pouvait pas les expulser. Alors, il y a eu une tentative avec Amir Dizet qui a failli fonctionner parce que lui n'avait pas le statut de réfugié politique. Et pire que ça, il était clandestin en France. Mais bon, ça n'a pas marché. La justice algérienne, française, pour le moment, en tout cas jusqu'aux dernières nouvelles, a refusé les demandes d'extradition. Voilà. Et ça a exaspéré le pouvoir algérien, hein, qui pense que la France, le gouvernement français, protège des opposants algériens en France. Alors, il faut dire que c'est un peu la même chose pour le Maroc, mais là, ce coup-ci, c'était plutôt sur la question du Sahara occidental. Le gouvernement marocain, pas les royaumes marocains, exigeant de tous les gouvernements qui ont des relations avec eux, de s'aligner sur la position officielle de l'État marocain. Hein, ils ont fait ça avec l'Espagne, ils ont obtenu satisfaction. Ils ont obtenu satisfaction aux États-Unis. Ils font pression sur l'Allemagne et sur la France pour avoir les mêmes résultats. C'est une reconnaissance de ce qu'ils appellent la marocanité du Sahara. Voilà. Et donc, c'est des raisons pour lesquelles ils se sont fâchés, et notamment en refusant de reprendre les clandestins, les expulsés en tout cas. Voilà, c'est ça la raison. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Hein. C'est pas comme ça une espèce de petite crise. On ne veut pas reprendre nos clandestins et les Français en représailles retirent les visas. Non, c'est un débat de fond. Les Algériens voulant que la France neutralise les opposants au gouvernement algérien qui sont en France, et la France, pour toutes sortes de raisons politiques et légales, hein, légales aussi, refuse de le faire. Voilà, on en est là la discussion. Et comme vous le savez, depuis que cette vidéo a paru, celle de M. Boniface, il y a déjà 3 semaines quasiment, 2 semaines, 3 semaines, il y a eu beaucoup de rebondissements, hein, comme vous le savez, entre la situation entre l'Algérie et la France, situation sur laquelle je vais revenir rapidement dans une prochaine vidéo, sur la situation en Algérie, la situation du gouvernement algérien, qui devient de plus en plus inquiétante. Voilà sur ce point. Largement, Paris et Alger entretiennent traditionnellement des positions assez éloignées sur la scène internationale. La guerre en Ukraine l'a encore récemment souligné. Alger s'est abstenu lors du vote onusien condamnant l'agression russe contre l'Ukraine. Ce positionnement s'explique par des relations stratégiques historiques entre Alger et Moscou, qui est le principal fournisseur de matériel militaire de l'Algérie. Mais la pression, notamment de Washington, pour prendre ses distances avec Moscou, semble fonctionner et Alger a récemment annulé un exercice militaire avec Moscou. L'Algérie semble aussi rechercher à diversifier ses partenaires stratégiques, ce qui pourrait représenter une opportunité pour la France en ces périodes de réchauffement des relations entre les deux pays. Cela explique notamment la volonté d'Alger d'intégrer le groupe des BRICS annoncé en juillet 2022. Monsieur Boniface nous parle maintenant des relations qu'il appelle stratégiques, bon, si on veut, entre la France et l'Algérie, notamment, disons, des positions assez différentes d'un côté et de l'autre de Méditerranée. Bon, c'est exact, enfin, c'est pas neuf, hein. Et puis, de façon plus générale, on peut dire que c'est la situation globale entre l'Occident et le reste du monde, hein. Lorsqu'il dit que c'est pas l'Algérie aurait fait un choix, disons, non pas pro-russe, mais disons non hostile à la Russie, après l'intervention de cette dernière en Ukraine, il invoque les relations, encore une fois, il aime ce mot, stratégiques entre l'Algérie et la Russie. Non, en fait, il n'y a même pas besoin d'évoquer ça, ou d'invoquer ça, c'est que tout simplement, à l'échelle mondiale, comme chacun a pu le constater maintenant,
Si l'Occident et quelques alliés occidentaux, qui ne sont pas occidentaux, mais qui sont tenus par l'Occident, votent à l'ONU en faveur des résolutions européennes, tout le reste du monde, c'est-à-dire 80% du monde, vote contre ou au minimum s'abstient contre ces mêmes résolutions européennes. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. C'est plutôt le problème de l'isolement de plus en plus important de l'Occident à l'échelle mondiale. Et la France étant un élément de l'Occident, et voulant l'être, je veux dire, c'est pas donné, c'est pas une obligation. À l'époque de De Gaulle, c'était pas le cas. Même à l'époque d'un Giscard ou d'un Mitterrand ou d'un Chirac, c'était pas exactement le cas. Mais maintenant, depuis l'arrivée de M. Sarkozy, puis Hollande et Macron, c'est un passage purement et simplement occidentaliste. Hein. Il faut, par Occident et occidentaliste, il ne faut pas comprendre une notion seulement géographique. Non, c'est un concept d'ordre politique et idéologique. Bon, je ne veux pas m'attarder dessus maintenant, mais on pourra toujours y revenir un de ces jours. C'est une conception du monde, c'est, disons, la conception de la domination européenne et de l'extension européenne, que sont les États-Unis ou le Canada ou l'Australie, domination que d'autres qualifieraient de blanche, mais je crois que ce terme est faux parce que, je veux dire, moi-même, je suis blanc et pourtant je ne suis pas européen. Donc le critère de blanc ne vaut rien. Hein, je ne sais pas pourquoi on leur laisserait même ça entre des mains. Disons que la position de l'Algérie, c'est la position de 80% du monde, ce qu'on appelle du monde non occidental. C'est tout. Entendu qu'Occident, c'est une notion géographique, mais c'est de plus en plus occidentalisme qu'il faut comprendre. C'est une position idéologique, quasiment raciale. Voilà. Ça, on n'y est pour rien. L'Algérie n'y est pour rien. Là, pour le coup, quels que soient les reproches qu'on peut faire au pouvoir algérien, il n'est pas responsable de cette situation. Bien. Donc, en effet, l'Algérie ne s'est pas alignée, mais pas plus que les autres. Ne s'est pas alignée sur des positions pro-occidentales et anti-russes. C'est clair. Maintenant, M. Boniface dit que les Algériens, le pouvoir algérien aurait renoncé à des manœuvres militaires avec la Russie pour ne pas, après de nombreuses pressions américaines. Bon, il est très vrai que les Américains ont fait pression et continuent de le faire. Mais il est faux de dire qu'ils ont annulé réellement les manœuvres militaires. Elles ont eu lieu. Il y a eu des manœuvres militaires très récentes du côté de Béchar avec l'armée russe. Et elles ont eu lieu. Elles ont été discrètes, pas fait trop de foin, pas trop de fanfares sur cet événement. Mais il a eu lieu. Donc les Algériens n'ont pas complètement renoncé, ou disons qu'ils jouent. Ils jouent, ils sont obligés de jouer. Le pouvoir algérien est obligé de jouer. Mais disons que la politique de l'État algérien sur le plan international n'est pas très critiquable. Enfin, de mon point de vue, elle n'est pas critiquable. J'y reviendrai. Ce qui est critiquable, malheureusement, c'est la politique du gouvernement algérien avec son propre peuple. C'est là que c'est très dangereux et très grave. Mais pas sur sa politique internationale. Politique internationale, sur la politique internationale, le pouvoir algérien fait ce qu'il a à faire. C'est-à-dire ne pas s'aligner sur les positions de la folie occidentale, surtout que vraiment il n'y a rien à gagner. Si encore il y avait des choses à gratter. Il n'y a rien à gratter. À part des problèmes, il n'y a rien à gratter. Voilà. Nous l'avons vu, la relation entre la France et l'Algérie s'articule autour d'enjeux démographiques, migratoires, économiques, stratégiques et sécuritaires. Mais elle est soumise en permanence à la question mémorielle qui refait sans cesse surface. Elle connaît une alternance entre rapprochement et rappel du passé douloureux qui perdure au cours des années 2000 et 2010 dans une relation où les évolutions de politique intérieure de part et d'autre affectent systématiquement les relations diplomatiques entre les deux. Alors maintenant, je reviens et je conclurai avec cet aspect des choses que développe M. Boniface, non seulement qui développe, mais disons dont il fait un élément central, enfin qu'il pense lui central des relations entre
l'État algérien et l'État français, à savoir la question mémorielle. Il a l'air de dire que, enfin c'est pas seulement qu'il a l'air, c'est qu'il le fait, mais c'est courant en France, hein, de laisser entendre qu'il y aurait une tension mémorielle entre la France et l'Algérie. Disons encore une fois, je répète, l'État français et l'État algérien, sur la question mémorielle, et que cette tension se manifesterait le plus souvent en Algérie, sinon exclusivement en Algérie. C'est très souvent ce qu'on raconte en France. Hein, c'est ce qui se raconte à peu près partout, dans les journaux, à la télévision, enfin, sans arrêt. Les Algériens feraient une fixation sur la mémoire. Mais déjà, je pense que les Algériens ne s'intéressent pas plus que ça à la mémoire. Ils s'intéressent surtout à l'histoire, à la réalité historique. Ce qui en France est très clairement en voie de disparition prononcée, hein, et avancée même. C'est-à-dire que l'histoire, ça n'intéresse plus personne, y compris ceux qui se piquent de questions politiques, etc. Parce que lorsque, en 2005, comme il a rappelé, le gouvernement français, le Parlement français, a voté une loi qui reconnaissait l'aspect positif du colonialisme, c'est pas les Algériens qui ont fait une loi pour condamner la France comme pays criminel, esclavagiste, etc. Non, il n'y a pas de loi comme ça en Algérie. C'est les Français qui font ces choses-là. Et quand je dis Français, je ne parle pas de la population française, je parle ce qu'on appelle très abusivement, à tort, hein, très clairement à tort, des élites, qu'elles soient politiques, intellectuelles, etc., qui font des fixations sur la question coloniale. On comprend bien pourquoi. Parce qu'évidemment, dès qu'on invoque la question coloniale, tout leur baratin, tout leur cirque, toute leur idéologie, tout leur baratin juridique, etc., s'effondre. C'est du vent, c'est de tête, c'est du wallon. Voilà, ça s'est arrêté. La République, les droits de l'homme, tout ça s'effondre devant la terrible réalité. Pas la réalité d'une journée, pas la réalité d'une heure, pas la réalité d'une année. Non, non, la réalité qui se compte sur des siècles. Voilà, c'est ça le problème. Et ça, bon, ça leur reste en travers de la gorge. Mais on n'y est pour rien. Et là, pour le coup, le pouvoir algérien n'y est pour rien. Que ce soit, encore une fois, tous les reproches qu'on peut lui faire sur cette question, ils sont innocents. Vraiment, ils sont pour rien. Bon. Donc, l'obsession dite mémorielle, c'est une obsession française. C'est pas du tout une obsession algérienne. Pas du tout. Donc, il est faux de dire que c'est ça qui détermine les relations entre la France et l'Algérie, ou entre l'État français et algérien. C'est pas vrai. En revanche, ça surdétermine le comportement des gens en France. À la fois, comme j'avais dit, des élites politiques, intellectuelles, enfin des idéologues, quoi. Et également des partis politiques, surtout de droite et d'extrême droite. C'est moins vrai à gauche, hein. C'est même faux pas à gauche. En général, quoi qu'on pense de la gauche. Hein. Mais sur cette question, ils ne sont pas obsédés comme le sont les autres. Bon. Il y a une obsession de la période coloniale pour les raisons que j'ai dites. C'est-à-dire que le colonialisme, la réalité historique du colonialisme, on pourrait rajouter l'esclavagisme, détruit toutes les constructions idéologiques sur la grandeur, sur l'excellence du christianisme en tant que morale, sur le discours sur la République en tant qu'universalisme démocratique, etc., etc., ou sur le monde moderne, ou l'Occident, etc. Voilà, tout ça s'effondre, mais il n'y a pas que là que ça s'effondre aussi lorsqu'on considère par exemple le rôle des États-Unis d'Amérique à l'échelle mondiale, qui est un rôle de destruction. Les États-Unis d'Amérique sont probablement le pays, j'en suis même sûr, qui ont fait le plus de guerres dans leur histoire. Je crois qu'ils en sont à 250, un truc comme ça, depuis la création des États-Unis d'Amérique. 230, 250 guerres, vous imaginez? Bon, ce sont des pays, la réalité de l'Occident est une réalité d'ultra-violence, d'ultra-criminalité, d'ultra-pillage, etc. C'est un fait, c'est comme ça. Il ne sert à rien de faire reporter la faute sur nous. C'est peine perdue. Voilà. Donc, sur cette question de la mémoire, non, c'est pas déterminant du point de vue algérien.
c'est déterminant du point de vue français. Alors je ne dis pas de chaque Français en tant qu'individu, en tant que citoyen français, je ne dis pas ça, mais je dis que du point de vue de ceux qui ont le monopole de la parole, qui exercent dans la presse, dans l'université, dans les partis politiques, surtout de droite, etc., c'est une obsession. C'est une obsession. Voilà. Bien. Je vais donc en rester ici pour cette vidéo et à très bientôt. Merci.